Merci d'être là. Alors, je sais pas si... Je peux commencer, hein. Bien sûr, on va commencer, oui. Bon ben oui, donc bonsoir à toutes et à tous. Vous m'entendez? Oui, bien. Bienvenue à la Maison de l'Amérique latine, que l'on remercie de nous recevoir. Et merci d'avoir répondu présent pour cette présentation publique du dernier livre de Miguel Benassayag et Bastien Cany, intitulé Contre-offensive, agir et résister dans la complexité, et publié aux éditions du Pommier. Avant de vous dévoiler un peu ce projet, je vais commencer par présenter brièvement les intervenants de ce soir. Nous avons bien sûr Miguel Benassayag. Vous êtes philosophe et psychanalyste, chercheur en épistémologie, ancien résistant guévariste et auteur de très nombreux ouvrages, portant entre autres sur les problématiques liées à la bioéthique, au transhumanisme, mais aussi sur les questions d'engagement et de résistance dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui. L'ouvrage que nous présentons ce soir est votre troisième collaboration avec vous, Bastien Cany. Vous êtes journaliste dans la presse spécialisée et co-animateur avec Miguel du collectif Malgré tout, qui se conçoit comme un espace d'expression et d'échange autour de pensées et de pratiques d'émancipation concrètes. Dans ce cadre, vous animez tous les deux un séminaire mensuel intitulé « Comprendre et agir dans la complexité », un intitulé qui résonne donc fortement avec le sous-titre choisi pour ce livre. Et en avril dernier, vous aviez d'ailleurs convié à ce séminaire Manon Soavi. Vous êtes aïkidoka, enseignante d'arts martiaux, vous êtes autrice de plusieurs articles et d'un essai paru en 2022 aux éditions L'Originel, intitulé Le maître anarchiste, Itsuo Tsuda, Savoir-vivre l'utopie. Cet essai est consacré au parcours et à la pensée d'Itsuo Tsuda, écrivain japonais, philosophe et maître d'aïkido, qui a notamment puisé dans le taoïsme et les idéaux anarchistes pour modeler sa philosophie dite du non-faire. Alors dans ce livre, vous développez également votre propre approche libertaire et écoféministe de son enseignement, et vous faites dialoguer les idées d'Itsuo Tsuda avec celles d'autres penseurs comme Emma Goldman, Ivan Illich, mais également Miguel. Et c'est cette proximité de pensée, dirons-nous, mais aussi l'intérêt que portent Miguel et Bastien à votre pratique au sein de votre dojo, qui a occasionné ce rapprochement, et qui fait qu'ils vous ont proposé comme première lectrice pour ce livre, Contre-offensive, autour duquel vous allez échanger ce soir. Alors je l'ai dit, Contre-offensive est votre troisième collaboration, Miguel et Bastien, et votre quatrième livre, Miguel, aux éditions du Pommier. Cette maison d'édition, fondée par le regretté Michel Serres, s'inscrit dans une ligne éditoriale, tout entière guidée par la fidélité au projet du contrat naturel tel que décrit par Michel Serres, et dont l'objectif est de renouer les liens entre nature et culture. L'association entre le pommier et la pensée de Miguel apparaît ainsi évidente, vous qui portez une voix de résistance au dessin, disons, mortifère de l'Anthropocène, qui est, comme vous le décrivez, ce monde de la séparation ontologique entre la nature et la culture. Ce nouvel ouvrage, Contre-offensive, est le fruit de longues années de participation et d'échange autour de pratiques de résistance dans le monde entier, notamment au travers du collectif Malgré tout. Vous poursuivez ici le travail engagé dans vos précédents livres, en particulier Le retour de l'exil et les nouvelles figures de l'agir, sur justement la question de l'agir au cœur d'une époque devenue illisible. Devant la chute du paradigme occidental, caractérisé par la domination autodestructive de l'homme, colonisateur des autres hommes et de la terre, vous mettez en avant d'autres voies, porteuses de leur propre mode de production du monde, des voies d'agir décoloniaux qui se concrétisent dans des expériences de résistance-création. Dans Contre-offensive, vous prenez appui sur la pensée du philosophe et anthropologue argentin Rodolfo Kusch et vous proposez, pour rompre avec le mythe téléologique de l'Occident, de mener la contre-offensive depuis les rythmes de la nature et du vivant. En vous appuyant sur l'expérience organique et intérieure du monde propre aux sociétés colonisées, au sens large du terme, en explorant des pratiques concrètes d'existence alternative et radicale, vous tentez, in fine, de constituer un manuel de l'agir dans la complexité de l'époque. Je vais m'arrêter ici pour laisser place à ce temps d'échange qui permettra d'approfondir les sujets traités dans ce nouveau livre.
Nous réserverons à la fin un temps d'échange avec celles et ceux parmi vous qui souhaitent poser des questions. Je vous remercie et je vous donne la parole, Miguel. Bon, mais bonsoir, tous les amis. Et, au fait, ce livre, il est sorti d'une réalité concrète. Nous, dans les collectifs, nous avons participé autour des années, un peu avant les années 2000, à partir de 1995, plus ou moins. On a participé à l'élaboration de tout ce qui est devenu un tout petit peu connu ici en France comme les non-globes, l'altermondialisme. Mais ce qu'il y avait au fond, c'était toute une nouvelle hypothèse produite par une série de militants de terrain qui venaient de longue date, des militants qui venaient en général soit des Tupamaros, de l'RP en Argentine, que petit à petit on a glissé vers des positions de ce qu'on appelait à l'époque le contre-pouvoir. À l'époque, l'hypothèse était, nous concrètement, les commandos de l'ERP, on avait participé, y compris à la prise du bunker de Somoza et la suite. Et à un moment donné, un groupe parmi nous que j'ai convoqué, avec quelques intellectuels, artistes, militants français, on a commencé à élaborer tout ce qui était la théorie et la pratique du contre-pouvoir. C'est-à-dire, on a commencé à occuper des terres, on a accompagné les premiers manifestes des Indiens sans terre du Brésil, par exemple, on l'a fait avec eux. C'est-à-dire, c'était toute cette nouvelle vision dans laquelle on disait, pour changer le monde, il ne faut pas prendre le pouvoir c'est le lieu de l'impuissance. Et tout en étant historiquement ceux qui avons participé très très activement militairement à la prise du pouvoir, si on peut dire comme ça, au Nicaragua, on ne peut que regretter de voir la confirmation de nos hypothèses, non? De que quand on veut changer la société d'en haut, il y a un piège au-delà de moralement les gens qui occupent ce pouvoir. C'est vrai qu'au Nicaragua, bon, ils ont fait quand même des efforts, ils sont allés très très loin, mais bon, au-delà de qui est qui, on voyait que c'était une voie pas seulement condamnée, mais qui produisait les contraires de ce qu'on voulait, et c'est le développement du contre-pouvoir. Le collectif, malgré tout, est un collectif qui, à géométrie variable, a toujours travaillé sur les défis épocaux, avec un contenu fortement scientifique par rapport à tout ce que soit le monde digital, bon, comme ça, un contenu plus philosophique, bon, etc. On anime avec Bastien, effectivement, depuis quelques années, ces séminaires qui, ici en France, c'est, disons, notre axe central, hein, c'est-à-dire, après la Covid, c'est devenu un séminaire plus virtuel que... Parce qu'il y a systématiquement entre 800 et 1000 personnes qui suivent par YouTube, mais en présence, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de monde, chose qui a changé un peu le mode de travailler, mais bon, c'est adapté. L'autre axe de travail du collectif, c'était toujours le développement, même un peu en Italie, des laboratoires sociaux dans des zones particulières en banlieue, n'est-ce pas? Alors, pour la petite histoire de ces bouquins, ce qui nous est arrivé, c'est qu'on a travaillé pendant des années avec un membre du collectif qui s'appelle Max Legem, on a développé des laboratoires sociaux à Rison-Rangis. Avant, on avait développé, c'est le même laboratoire à la Courneuve, à la Cité des 4000. Et Max, avec un groupe d'amis à Corbeil-Essonnes, ils ont eu l'idée de se présenter dans une liste. Et ils ont gagné les élections. Et alors, il y a ici Oscar Segura, qui est, bon, voilà, du coup, l'attaché culturel de la nouvelle administration, non, de la nouvelle majorité. Max est le premier adjoint, c'est ça, non? Le directeur de cabinet. Directeur de cabinet. Et donc, tout à coup, ils ont gagné les élections et nous, on a dit, qu'est-ce qu'on fait, non? Alors, on a commencé une série de réunions à géométrie variable aussi. Il y a eu beaucoup de gens qui venaient, avec des Brésiliens, des Uruguayens. Il y avait Raoul Siveci, qui est quand même
quelqu'un comme ça dans le mouvement décolonial, un ex-Tupamaro, qui est quelqu'un de très important dans le mouvement décolonial latino-américain. Bon, il y avait voilà, des gens de l'Amérique du Sud, des Français, etc. Et on s'est mis à dire, et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut imaginer? Parce que l'avantage c'était que ni Max, ni Oscar, ni les autres n'ont pas tombé dans les biais de dire maintenant qu'on a gagné les élections, vous restez tous tranquilles, nous on sait ce qu'il faut faire. Ils ont gardé une fidélité vraiment à des positions de contre-pouvoir en disant, bon, il faut imaginer comment on peut accompagner des processus, à quoi ça peut servir d'avoir gagné les élections. C'est-à-dire que contrairement aux pièges dans lesquels ils tombent presque tous, ils ont dit, non pas l'objectif c'est gagner les élections, mais ils ont dit à quoi ça peut servir avoir gagné les élections. Et il y a peu de temps, il y a quelques mois, en janvier, il y a Max qui est venu au collectif, il est encore sur YouTube, vous pouvez trouver. Il a fait un rapport assez complet, très intéressant de voilà, les expériences qu'ils avaient menées, qui accompagnent cette position dans laquelle, plutôt que de diriger d'en haut, accompagnent des expériences, sont dans une attitude très à l'écoute, de recherche, n'est-ce pas? Bon, voilà. Mais ces 3 années presque de travail ensemble, d'élaboration, ont produit beaucoup de choses. Avec les Brésiliens, les Uruguayens, avec les Argentins, on s'est dit, bon, mais qu'est-ce qu'on a à proposer? Qu'est-ce qu'on a à proposer dans cette crise globale, n'est-ce pas? Alors, en Amérique latine, le courant majoritaire, en tous les cas celui qui est visible, est celui qui parle de réenchanter la politique, qui continue un tout petit peu bon, avec les vieux paradigmes. Nous avons effectivement refusé les vieux paradigmes. On a dit non, maintenant il faut essayer de comprendre comment on fait, n'est-ce pas? Et c'est là aussi, vous allez voir l'invitation à travailler avec Manon, non? Parce que, paradoxalement, une des choses qui sortait du mouvement décolonial, surtout les Indiens, surtout les collectifs, les groupes comme ça, de Chiapas au Brésil, etc., la position qu'ils sont, c'est une position qu'en Occident, on appellerait ça le non-agir, si vous voulez. Non, c'est-à-dire le non-agir. Alors, c'est non-agir, ça ne veut pas dire ne rien faire, mais ça voulait dire quand même qu'il fallait abandonner un des éléments centraux du vieux paradigme, qui est de dire le sujet qui agit, le sujet humain qui agit, les partis, l'avant-garde qui agit, pour changer les choses, n'est-ce pas? Et c'est vrai que parmi les cosmogonies indiennes, s'il y a quelque chose en commun, c'est l'inexistence absolue de cette idée d'agir un sujet qui agit sur le style cartésien, n'est-ce pas? Maître et possesseur de la nature, ou le sujet humain et l'objet monde, etc. Alors, c'était tout un dialogue très intéressant. Ce qui venait de la part de Chiapas ou des expériences indiennes, c'était toujours très démoralisant, non? Parce qu'ils nous disaient, on s'en fout, non? Nous on disait, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est nous, on s'en fout de vous, en disant, bon, il n'y a rien à faire dans les grandes villes, il n'y a rien à faire dans les grands Babylone. Alors, nous, on a continué effectivement le dialogue, mais ils sont sortis plusieurs bouquins. C'est-à-dire que ces 3 années d'expérience, on a produit. Alors, il y a un bouquin qu'on a produit avec plutôt Siveci, Ariel Penissi et moi, que c'est un travail plus du point de vue des coloniales latino-américains. Et il y a les copines qui sont participées à ça, surtout Florencia Carabajal et un autre groupe de filles, qui sont en position plus de ce qu'on appelle l'écoféminisme décolonial. Et avec Bastien, donc, on s'est dit, nous, de notre côté,
qu'est-ce qu'on a à dire? Qu'est-ce qu'on a à dire dans ces chaos actuels, dans ces désordres actuels? Qu'est-ce qu'on a compris de notre pratique, de nos pratiques, et qu'est-ce qu'on a compris aussi théoriquement? C'est ça l'histoire du bouquin. L'histoire du bouquin, c'est le constat de la fin d'un paradigme, la fin du paradigme occidental, la fin de la crise effectivement radicale et profonde du monde occidental, les triomphes absolus du paradigme néolibéral fonctionnaliste, n'est-ce pas? C'est-à-dire les constats de la défaite, hein, c'est-à-dire on part des constats de qu'on est dans une défaite profondissime et qu'il s'agit même pas, on peut même pas penser comment rétablir un rapport de force, n'est-ce pas? C'est-à-dire il s'agit de voir qu'est-ce qu'on fait dans la défaite, non? Et que bon, il fallait quand même tenir en compte les quelques éléments, comme vous savez, comme quand vous faites un travail de recherche, vous dites quelles sont les conditions, n'est-ce pas, les conditions dont vous devez tenir en compte pour avancer. Ces conditions sont plusieurs. Hein. Une des conditions, effectivement, celle de la fin des paradigmes modernes dans lesquels cette division culture-nature, humain-sujet, etc. Et alors, pour cela, effectivement, les constats qu'il est très très difficile d'agir dans un non-agir du sujet classique. C'est quoi? C'est comment on fait pour effectivement s'introduire dans un ensemble dans lequel on ne considère plus du tout que le seul sujet, c'est le sujet humain, n'est-ce pas? C'est-à-dire, dans une critique, y compris à l'écologie humaniste, non? Qui dirait, par exemple, il trouverait que c'est très intéressant pour les humains de sauvegarder l'écosystème, n'est-ce pas? Nous, on dit non, 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 il ne s'agit pas de que ce soit intéressant pour l'être humain, il faut faire le pas très compliqué qui consiste à déplacer l'anthropocentrisme, n'est-ce pas? Déplacer l'anthropocentrisme. C'est-à-dire, une fois qu'on ne considère pas que l'être humain est au cœur, comment on fait? N'est-ce pas? Comment on fait? C'est ce que les Indiens appellent le non-agir. C'est ce que les Indiens appellent le non-agir, ça veut dire, dans un système complexe, comment, de quel côté dans un système complexe on participe, n'est-ce pas? On participe à quelque chose qui est en train de se développer, mais loin de l'idée de redevenir un sujet. C'est une révolution énorme dans les modes de pensée, dans les modes d'agir. D'ailleurs, il y a Edgar Morin qui voulait venir ce soir, mais bon, il doit subir une petite intervention chirurgicale, alors bon, il n'a pas pu venir. Mais effectivement, avec Edgar Morin, il y a tout un dialogue là-dessus sur ces expériences des mondes dans lesquels la complexité elle est composée d'une série de vecteurs, dont un des vecteurs est l'humain, tout en tenant compte que même l'humain n'est pas un vecteur uni, n'est-ce pas? Bon, alors, pour aller un peu vite, juste, effectivement, ces changements des paradigmes est plutôt un souhait, pour le moment, sont des pratiques très très petites qui existent un peu partout, effectivement, dans lesquelles on cherche comment, on se dit, bon, mais comment on peut s'agencer, comment on peut exister de façon différente par rapport à la façon du paradigme occidental dominant. Alors, nous, on a, par rapport à nos pratiques, les pratiques de tous les gens, soit qui sont liés au collectif, soit des pratiques autres, non? Nous, on a dit, bon, effectivement, la base de ce que nous pouvons constater, mais comme un constat, c'est qu'il existe un peu partout ce qu'on appelait avec Bastien des dimensions de résistance-création, n'est-ce pas? C'est-à-dire des pratiques petites ou grandes, parfois sont énormes quantitativement, parfois sont très restreintes, mais dans lesquelles des modes différents d'habiter le monde, des modes différents des rapports à soi-même, des modes différents à pourquoi je me lève le matin, quoi, non? Se développent. Alors on dit, bon, effectivement, dans la défaite massive qu'on est en train de vivre par rapport au triomphe
immense de néolibéralisme et de fonctionnalisme, n'est-ce pas? Et dans ce moment-là, dans cette époque, effectivement, on dit le fondamental, c'est le développement de ces expériences, résistance, création, qui souvent sont des expériences de ce qu'on appelle la clinique sociale. Voyez? Alors la clinique sociale, ce sont toutes ces expériences dans lesquelles il y a des collectifs, des groupes, des agrupations, des voisins, non? Qui produisent une autre sociabilité, un autre mode de consommation, un autre mode de circulation des marchandises, et que pour les gens qui habitent là, les change la vie, n'est-ce pas? Mais effectivement, la clinique sociale existe dans des angles morts de la société sans mettre en cause la domination, n'est-ce pas? Alors, on dit effectivement, ce qu'on appelle la clinique sociale, qui est très diffuse, non? Existe aussi, disons, comme une sorte de pas de plus, ce qu'on appelle la résistance-création. Dans la résistance-création, nous, ce qu'on présente dans les bouquins, on présente voilà, toutes ces expériences dans lesquelles c'est pas simplement, simplement, si je peux me permettre de façon pas irrespectueuse, c'est pas que la clinique sociale, n'est-ce pas, comme ils font beaucoup de mairies, c'est pas que de la clinique sociale, mais c'est aussi une recherche concrète et pratique quotidienne d'un autre rapport existentiel, d'un autre rapport au monde, d'un autre rapport à la vie. Non? Nous, on considère effectivement, et là on est tous d'accord, même avec les collectifs des Indiens qui, voilà, ils se moquent bien de nous, on est d'accord que le pas principal, disons l'activité principale, c'est ça, c'est la résistance-création dans laquelle on développe, on essaye de façon contradictoire, multiple, et surtout sans commissaire politique, n'est-ce pas? Mais dans la multiplicité même, on essaye de voir quelles sont les autres façons d'éduquer, soigner, vivre, consommer, etc. Par exemple, une des tâches très importantes de cette résistance-création passe par exemple par l'idée de produire des modes de sobriété joyeux, voyez, dans lesquels effectivement on ne peut pas subir la rareté inévitable de tout, hein, de l'eau, des non-contaminations, etc. Comment est-ce qu'on peut produire, bon voilà, ça sont des choses qui en Amérique du Sud sont très développées dans différentes expériences, que je vous dis, parfois sont quantitativement très grandes, parfois sont plus restreintes. On dit, comme deuxième pas, on constate qu'il y a des expériences qu'on dirait mixtes, dans lesquelles à la résistance-création vient s'ajouter aussi l'effet d'assumer un affrontement. Ça arrive souvent, c'est-à-dire des expériences en Amérique latine, mais même ici on peut citer Notre-Dame-des-Landes, n'est-ce pas? Des expériences dans lesquelles les zadistes de Notre-Dame-des-Landes, ils n'étaient pas arrivés la veille pour une manif, ça faisait des dizaines d'années qu'ils vivaient là, et il y avait des paysans qui étaient originaires de là, et qui développent un autre mode de vie, un autre mode de consommation, etc., mais ne peuvent pas éviter l'affrontement. Alors, la différence entre les résistances-création et ces mixtes-là, création et affrontement, c'est que l'objectif concret, immanent, immédiat de la résistance-création, c'est de créer, pour dire comme ça, des nouveaux modes d'aliénation. Vous comprenez? Je sais qu'aliénation, ça semble un mot moche, mais ça veut dire des choses comme des arcs réflexes qu'on n'a pas besoin de penser, vous comprenez? C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être solidaire, vous voyez, dans les expériences, je sais pas, que je pense plus ou moins grandes, qui durent depuis des années, au Brésil ou en Amérique, en Argentine, en Bolivie. Pour vivre autrement, il n'y a pas besoin, les personnes ne sont pas en train de dire « Ah oui, c'est mieux comme ça », vous comprenez? C'est-à-dire que ce ne sont pas des expériences sous condition de la conscience, sont vraiment intégrées comme d'autres modes de vie. Le problème, c'est que quand il y a l'affrontement, effectivement, il y a un retour de la dimension consciente qui brouille un peu les pistes, effectivement, n'est-ce pas? Parce que ça crée un peu de dichotomie, d'une clarté un peu toujours exagérée. Non? Quand on est contre, les choses sont un peu trop claires. En tant que dans la résistance-création, les choses assument une complexité qui ne se définit pas contre personne. Par exemple,
il y a quelques mois en Argentine, on a fait une grande réunion que s'est faite à l'université. Et quand on parlait de résistance-création, effectivement, il y a un ex-commandant de Hungaria, Montonero, qui a dit « Non, mais c'est l'ennemi qui nous montre la voie ». Bon, c'était très bien qu'il soit là, parce que c'était exactement le contraire. On disait il faut que les voies multiples soient des développements des possibles et non pas au nom de l'ennemi. Vous comprenez? C'est-à-dire en abandonnant cette dialectique des thèses, antithèses, synthèses, mais une sorte d'auto-affirmation. Quand il arrive le moment de l'affrontement, malheureusement, toi tu le sais bien, non, dans Notre-Dame-des-Landes ou des lieux comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que l'affrontement tend à galvaniser trop les choses, hein, à donner une clarté excessive, mais il est important d'assumer ça. On a vu quand même que c'était important d'assumer ça. Et le troisième niveau, c'est le niveau d'affrontement. C'est le niveau dans lequel il y a quand même des dimensions sociales dans lesquelles le rapport de force existe, n'est-ce pas? Dans lesquelles on doit allier avec d'autres forces. On lutte concrètement pour défendre tel acquis. Et ce sont des moments de rapport de force. La différence, c'est comment on va investir ces rapports de force, comment investir ces moments de rapport de force. On l'investit non pas comme les moments centraux, non, mais on l'investit comme une dimension nécessaire qu'il faut assumer. Alors le rapport de force et les méthodes dépendent de la situation, le niveau de violence, de l'organisation dépend de la situation. Il n'y a aucune promesse d'être sage et passer par les clous à chaque fois, n'est-ce pas? Ça dépend de la situation, mais effectivement, disons qu'à chaque fois que dans ce type d'expérience, dans les courants des contre-pouvoirs, on doit assumer l'affrontement, il faut faire très attention pour ne pas être absorbé par une logique binaire pour ou contre. Bon, c'est un tout petit peu ça, le bouquin qu'on a fait avec Bastien, donc avec la caractéristique que voilà, on l'a fait ici en tant que collectif malgré tout en France. Et je vous dis, il y a parmi d'autres choses, il y a les autres productions faites par le groupe écoféministe ou par le groupe décolonial avec Raoul Sivecci. Je vais essayer de faire court. Tu veux dire que je fais long? Non. Juste une précision, revenir sur ce que Thibaut disait dans le lancement de cette soirée. Effectivement, c'est un bouquin qui a été pensé et réfléchi avec cette image de manuel. Je pense qu'il faut bien préciser que notre ambition n'est certainement pas de proposer un modèle pour la lutte, hein, même d'élaborer une nouvelle théorie de l'action qui s'imposerait depuis l'extérieur, depuis le haut, comme l'a dit Miguel, aux groupes et aux personnes qui sont aujourd'hui engagées très concrètement hein, dans des actions de résistance face à la destruction du vivant et de la culture. Donc c'est certes cette ambition d'avoir un manuel, mais certainement pas la volonté de venir et de poser ça, et y compris dans les expériences sur lesquelles on s'appuie. Évidemment, on n'est pas dans la position de distribuer les bons et les mauvais points voilà, à toutes ces actions-là. On cite certaines expériences, on n'en cite pas d'autres, mais il n'y a aucune volonté évidemment de distribuer, encore une fois, distinguer des actions que nous jugerait bonnes ou d'autres moins bonnes. Pas un modèle aussi, parce que je dirais que ce livre, il reprend un constat, qui en réalité, je pense que les travaux précédents aussi s'appuyaient largement sur ce constat, qu'on n'a jamais gagné la lutte depuis le terrain des idées. Alors attention, ça ne veut pas dire que les idées, que la pensée conceptuelle ne joue pas un rôle fondamental hein, dans son articulation avec la pensée pratique. C'est simplement ce constat qu'on ne change pas le monde depuis les bibliothèques, hein, on ne change pas le monde depuis l'immédiateté éblouissante d'une théorie. Donc il est question d'agir dans ce livre, il est donc question d'éthique de l'acte, et on reprend un principe qu'on emprunte à Leibniz, qui est de dire que ce qui existe, la réalité, la stabilité de ce qui existe sera toujours infiniment plus puissant que n'importe quel raisonnement de la pensée pratique. Donc évidemment, on applique à nous-mêmes cette doxa dans les travaux, voilà, dans ce bouquin, mais aussi dans les nouvelles figures. Je dirais que ça capitalise aussi, et ça, ça traverse tout le travail de Miguel, du collectif malgré tout. On capitalise aussi sur
je dirais 130 ans de messianisme politique révolutionnaire qui nous ont appris à nous méfier de toutes les promesses d'au-delà, d'où qu'elles viennent. Il y a quelque chose, je dirais, qui, sans doute, puisqu'on parle d'agir dans la complexité, il y a quelque chose qui paraît évident aujourd'hui. Alors on dirait dans ces temps de campagne électorale, pas forcément, mais qu'en tout cas, on ne peut plus se payer le luxe d'attendre l'armée du bien qui viendrait nous délivrer du chaos actuel. Et donc cet agir situationnel, cet agir immanent dont il est question dans cet ouvrage, effectivement se caractérise par un refus du pouvoir. Miguel l'a évoqué, c'est l'héritage des nouvelles radicalités, hein, c'est l'héritage des mouvements alternatifs des années 90-2000. Et donc on reprend cette position, qui est une position qui n'empêche pas toute radicalité, et c'est pas une position qui relève d'un quelconque renoncement, d'une quelconque fatalité. C'est une position qui ne fait que constater qu'il n'y a tout simplement plus de palais d'hiver à prendre. Et ça, c'est un travail, pour le coup, qui est un travail essentiel au cœur du collectif, malgré tout, qui a été de comprendre que les lieux de pouvoir sont, depuis longtemps, ceux de l'impuissance et de la gestion. Et alors évidemment, il faut bien s'entendre, on ne dit pas que le pouvoir... Théo sourit parce qu'on a eu cette discussion quelques minutes avant de lancer cette soirée. Il ne s'agit pas de dire que le pouvoir n'a pas d'influence sur la réalité des gens, hein, n'a pas des conséquences très concrètes sur la vie des gens. Évidemment, un pouvoir peut toujours discipliner, opprimer la base sociale ou à l'inverse, accompagner le développement de la puissance et entériner le changement social. Donc on n'est évidemment pas en train de dire que tous les pouvoirs se valent. Mais cette proposition de penser la contre-offensive depuis les Starsiendo, c'est justement se donner la possibilité, se donner les moyens de penser la lutte dans, pour et par les situations que nous habitons, sans chercher dans une globalité extérieure, sans chercher dans un extérieur illusoire, ce qui en réalité se joue en intériorité. En clair, il n'y a pas d'un côté la grande histoire et de l'autre côté notre petit théâtre individuel. Et ça, en fait, c'est quand même une constante du paradigme occidental, dont effectivement, on constate aujourd'hui le délitement, mais ça a été une constante permanente du paradigme occidental qui s'est construit en niant systématiquement la singularité, en niant systématiquement la singularité des situations. Le sens, la valeur des situations était systématiquement donnée par des grilles de lecture qui devaient transcender ces situations, des grilles de lecture extérieures qui étaient l'historicisme bien sûr, qui étaient les principes moraux universels, qui étaient les différentes idéologies politiques, qui étaient l'ensemble des réductionnismes économiques, physicalistes, psychologiques. Et donc la multiplicité des situations devait systématiquement se plier à ces lectures extra-situationnelles. Combien de grèves, combien d'occupations d'usines, d'insurrections populaires ont été abandonnées, sacrifiées ou même simplement écrasées au nom de la raison supérieure de l'avant-garde qui seule savait par où passait le sens de l'histoire. Et quand on parle aujourd'hui de changement climatique, de réchauffement climatique, quand on parle aujourd'hui d'effondrement de la biodiversité, de la destruction des écosystèmes, ou encore, je ne sais, de dérégulation des cycles biogéochimiques de l'eau, aucune de ces menaces ne surgit depuis un extérieur qui viendrait de temps à autre perturber ou mettre en péril nos existences. Alors c'est vrai que quand on parle d'anthropocène, il y a cette globalité, cette virtualité un peu spectaculaire, mais toutes ces menaces s'expriment existent dans des forces, dans des processus qui n'existent que dans, pour et par nos situations, les situations que nous habitons. Et elles se manifestent justement par des défis situationnels dans un présent situationnel. Et à chaque fois, c'est surprenant de voir à quel point, effectivement, nos contemporains, nous-mêmes, on a toujours cette grande difficulté à expérimenter cette dimension du présent, d'un présent épais, d'un présent situationnel, qui est là où on situe justement cette résistance immanente. Les plus grandes difficultés à expérimenter cette dimension, pourtant, qui est la dimension où nous vivons, là où nous sommes, là où se joue la liberté, là où se joue la justice, là où se joue la solidarité, c'est-à-dire tous ces universels concrets qui n'existent qu'en acte ici et maintenant.
Et alors, il y a effectivement l'Occident est longtemps resté et aujourd'hui encore prisonnier de cette théologie ascensionnelle qui fait que nous vivons encore dans cette espèce de métaphysique permanente de l'au-delà, un au-delà des corps, un au-delà des situations concrètes, qui fait que on est dans cette situation d'attente, ces sentiments d'impuissance. Et ce long détour pour revenir effectivement sur le fait qu'il n'y a aucune ambition de proposer un modèle, mais tout ça pour dire effectivement que, de même que dans les nouvelles figures, l'objectif n'était pas de répondre à la question comment agir. Hein, il s'agissait, et ce livre n'est certainement pas plus vous n'allez pas, même s'il y a cette ambition d'être un manuel, c'est pas un livre de recettes toutes prêtes à l'emploi qui dit que faire et surtout comment faire. Et dans les nouvelles figures qu'on a publiées il y a 2 ans maintenant, il s'agissait plutôt de répondre à la question qu'est-ce qui agit et quel dispositif est convoqué à l'agir. Et avec Contre-offensive, il s'agit, comme le disait Miguel, non pas de dire comment faire, mais d'essayer de déterminer les conditions qui vont nous permettre de renouer avec un agir à la hauteur de la complexité, c'est-à-dire un agir qui ne considère plus l'humain comme au sommet de la pyramide, mais comme en étant un vecteur parmi les vecteurs, un vecteur parmi la multiplicité des vecteurs qui composent nos situations, qui composent nos paysages, nos territoires, nos milieux au sein desquels nous sommes irréductiblement liés. Voilà pour la précision et ce détour autour de cette précision. Oui. Bien, bonsoir, merci de m'avoir invité à cet échange. Alors, effectivement, moi je vais vous parler d'une expérience concrète qui entre en résonance avec les différentes pistes que développent Miguel et Bastien dans leur livre, parce qu'effectivement c'est autour de ça que notre rencontre s'est faite. Effectivement j'ai écrit un livre pour en parler, et ce livre Contre-offensive que j'ai effectivement eu la chance de lire, ce qui est intéressant c'est toute cette exploration effectivement de plusieurs expériences, plusieurs niveaux aussi, effectivement, on va dire, de petites expériences à de choses plus amples, et d'avoir un peu mis en évidence des éléments fondamentaux de ce qu'ils appellent donc la résistance-création. Et donc je ne vais pas pouvoir revenir sur tous les éléments, mais quelques, peut-être 2 ou 3, qui pour moi rentrent particulièrement en dialogue avec mon parcours et ce qu'on développe nous dans mon propre collectif. Alors c'est une histoire qui a commencé avant ma naissance, il y a plus de 40 ans, et qui a comme spécificité d'avoir lieu dans des villes. Beaucoup d'expériences ont lieu souvent effectivement en essayant plutôt de sortir des villes. Et nous, ça se développe dans des villes d'Europe, aujourd'hui depuis plusieurs dizaines d'années. Et il s'agit de dojos. Alors c'est un petit peu particulier, puisque ce sont des dojos qui ont donc des pratiques du corps, bien sûr. Dojo, c'est une notion japonaise qui au Japon est assez courante, qui peut regrouper toutes sortes d'appellations. Il y a des dojos de diverses pratiques. Nous, on en a une version un petit peu particulière, parce qu'effectivement, il est tout à fait évident que je vis et je travaille depuis le début dans une expérience de résistance-création à Paris. À Paris, il existe un dojo qui développe un certain nombre de caractéristiques qui sont effectivement importantes et qui portent son attention sur certains de ces principes. Une chose qui m'a paru vraiment intéressante dans leur livre, à Miguel et Bastien, c'est le fait que notamment ils pointent effectivement ce que aussi Audre Lorde avait dit en disant que les outils du maître ne détruiront jamais la maison du maître.
Et effectivement, il est important de réaliser que les structures qui nous ont formés, autant mentalement que physiquement, ce sont les outils du maître. Nous sommes les outils du maître. Donc même quand nous essayons de sortir et d'inventer d'autres alternatives, d'autres manières de faire, nous sommes quelque part prisonniers de ces structures qui sont entrées en nous dès l'éducation, dès la toute petite enfance. Donc dans ces dojos, on essaye à travers des pratiques du corps, à travers une philosophie du non-faire, de justement travailler sur ces structures et de permettre que autre chose émerge, d'autres façons de penser, d'agir et donc de vivre. C'est une des choses sur lesquelles s'appuie Miguel et Bastien dans leur livre et la pensée de Rodolfo Kusch, avec d'un côté donc le monde del ser et de l'autre côté les cultures de l'estarciendo. Et pour moi, il est très évident que même si les cultures de l'estarciendo, c'est une appellation d'Amérique latine, les pensées de la Chine ancienne ou du Japon ancien sont tout à fait en résonance et sont tout à fait des cultures qui ont les mêmes données de base organiques, ce refus de l'utilitarisme, de l'universel abstrait, donc quelque chose qui est dans la situation, par les situations, qui est imbriqué, l'humain est imbriqué à ce qui l'entoure, à sa culture, à la nature, il n'y a pas ce cauchemar de la séparation. Et donc, nos dojos s'appuient sur la philosophie du non-faire développée par Itsu Otsuda, alors évidemment le non-faire, ça fait référence au Wu Wei chinois, qui est non-agir, et la pensée de Itsu Otsuda, qui est un philosophe japonais qui a été formé dans les années 30 par Marcel Mauss et Marcel Granet à la Sorbonne, et ensuite au Japon, à des pratiques du corps, par Maître Nobushi, Maître Ueshiba, c'est que sa spécificité, c'est d'avoir articulé, d'un côté, je dirais même presque actualisé, une pensée profonde du Tao et un certain regard anarchiste, en proposant des possibilités concrètes, des outils concrets qui sont des pratiques du corps et des dojos. Dans leur livre Contre-offensive, Miguel et Bastien soulignent qu'effectivement il est important de s'occuper des processus qui modifient les structures et les rapports de pouvoir. Donc dans nos dojos, on a des spécificités, ce ne sont pas des gymnases, ce ne sont pas des clubs, ils sont autogérés, et il n'y a ni patron, ni employé, ni client, ni chef. On travaille cette autogestion au jour le jour, au quotidien, puisqu'ils sont ouverts tous les jours. Ce sont aussi des lieux qui nous bousculent de nos habitudes parce que, notamment, ils ne sont pas rentables et ils ne sont pas utilitaristes. C'est-à-dire que le dojo à Paris, par exemple, fait 300 mètres carrés, donc il est grand, et pourtant, il n'est occupé que le matin pour la séance du matin d'aïkido. Le reste de la journée, il est vide. Un lieu vide dans Paris, c'est quand même assez exceptionnel. Il est vide pas parce qu'il y aurait de généreux donateurs ou des subventions, mais parce que nous n'en avons pas. Et parce qu'il est tenu, il est porté par les gens qui s'organisent eux-mêmes, qui s'organisent et qui souhaitent pouvoir avoir un lieu qui soit un lieu de vie, un lieu où il y a une certaine ambiance, et nous ne souhaitons pas le rentabiliser en le louant au judo, au yoga ou autre. Donc, on retrouve une expérimentation très concrète de ce que Chuang Tzu appelait l'utilité de l'inutile, c'est inutile. Et pourtant, cette inutilité change tout. C'est très différent. C'est un autre espace-temps. C'est presque une sorte de faille dans la ville. Le fait qu'il y ait aussi une certaine organisation spatiale, tout ça nous amène à avoir une autre attention sensible à un lieu, à une ambiance. Et ça, ce sont des choses qui sont très, typiques des cultures justement de l'estarcienne. Donc le fait d'être là, ici et maintenant, attentif à ce qui se passe dans la situation, à l'ambiance, avant ce qu'on peut
théoriser. Et de fait, effectivement, il y a plus un principe de contagion quelque part, plutôt que des normes ou une théorie auquel il faudrait adhérer. On peut tout à fait venir à notre dojo, pratiquer, repartir, c'est tout à fait ouvert et libre. Et donc il n'y a pas de dogme. C'est plus par cette imprégnation, par une pratique avec le corps, par une ambiance, un vide, une lumière, une sensibilité qui s'affine au fur et à mesure du temps, par le corps, par les phénomènes qui se passent dans notre corps, que quelque chose à l'intérieur de nous change. Donc ça déjà, ça modifie quelque chose de nos structures mentales, de nos structures physiques. Ça modifie les raisons pour lesquelles on se lève le matin, comme disait Miguel. Pourquoi est-ce qu'on se lève le matin? C'est très différent de se lever pour aller au boulot, pour aller prendre le métro, ou pour aller pratiquer dans un dojo, même si c'est tôt le matin. Prendre un moment hors du temps. La perspective est complètement différente. Et un moment hors du temps où on ne vient pas consommer une sorte de sagesse avec des paroles toutes faites, et vous avez des slogans de paix, de béatitude et de bienveillance. C'est quelque chose où c'est autogéré. Nous décidons entre nous ce qui est important, ce qui n'est pas important. C'est justement une des choses qui est aussi soulignée dans le livre Contre-offensive, c'est l'importance de changer aussi les objets du désir. Et ça, c'est quelque chose aussi qui m'a frappé dans le livre de Miguel et Bastien, c'est comment remplacer quelque part tous ces désirs formatés que nous propose le monde tel qu'il est, toutes ces aspirations toutes faites, réussite, vacances, loisirs, consommation. Et à la place, en face, on a effectivement souvent des choses qui ont un côté un peu triste ou sévère, avec des renoncements. Et là, c'est plutôt quelque chose qui, au fur et à mesure, il y a autre chose qui arrive. On a une autre aspiration. Dans les années 68, il y avait ce slogan, les étudiants réclamaient l'imagination au pouvoir. Et force est de constater, comme le faisait Françoise Daubonne dès 1998, que malheureusement, c'est le pouvoir qui a conquis l'imaginaire. Donc, c'est très important aussi de laisser se développer d'autres sensibilités et de proposer des alternatives, des esthétiques alternatives. Le fait de passer par le corps, pour ça, est très important, parce que dans un livre précédent, Miguel parlait d'une expérience qui avait été faite sur les chiens, et dont je parle dans mon livre, parce que je trouve qu'elle est très très parlante. C'est une expérience d'optimisation du comportement. Il y a des chercheurs qui ont trouvé que quand même, quand les chiens allaient dans leur panier et faisaient leur tour, vous savez, souvent ils font un tour, et puis, je sais pas, ils massent un peu le coussin avec leurs pattes avant de se coucher. Et ils ont trouvé que c'était inutile, quand même, c'est une perte de temps, c'est vrai, je veux dire, hein, voilà. Donc, ils ont décidé de dresser les chiens à ne plus faire leur tour dans le panier. Le chien va dans son panier, se couche et dort. Voilà. Et ils ont réussi leur expérience. Ils ont réussi à les dresser. Le seul problème, c'est qu'après, ils se sont aperçus, évidemment, que les chiens développaient toutes sortes de problèmes. Des problèmes de comportement, d'agressivité, des problèmes de santé. Et comment ne pas faire le parallèle avec ce qu'on nous fait à nous, où dès l'enfance, on nous dit tu t'assois là et tu bouges pas, et maintenant c'est l'heure de manger, et maintenant c'est l'heure de se coucher. On nous dresse et nous sommes comme ces chiens. Nous allons nous coucher parce qu'il est l'heure de se coucher. Nous allons manger parce qu'il est l'heure de manger. Et nous sommes coupés des ressources internes qui nous font dire j'ai faim et j'ai envie de carottes, ou bien j'ai faim et j'ai envie d'un steak, ou bien nous sommes omnubilés et nous déléguons à des outils externes le fait de contrôler si on boit 1 litre d'eau, si on mange 5 fruits et légumes, si on a fait 1000 pas ou si on a fait ceci ou cela. Nous sommes dans un contrôle externe permanent. Sauf que la volonté, on le sait très bien, est extrêmement limitée. On peut très bien décider, surtout, on ne veut pas être timide. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on rougit. On veut absolument se rappeler un rendez-vous, c'est très très important. On l'oublie. On se dit, ce soir, je veux me coucher tôt. Il faut absolument, parce que demain matin, je vais me lever tôt. Donc, il faut que je me couche tôt, il faut que je dorme.
Et plus on veut dormir, plus on ne dort pas. Parce que la volonté est très limitée. L'agir humain basé sur cette illusion de volonté, de contrôle et de maîtrise, qui est effectivement la grande caractéristique du monde d'Elser, est extrêmement limité et en général a des résultats contraires. C'est bien pour ça qu'effectivement l'agir révolutionnaire de la prise de pouvoir a des résultats ou très limités ou voire contraires, parce qu'effectivement les structures de pouvoir sont ce qu'elles sont et au final on a décidé ce qui était bon pour les uns et pour les autres et on se retrouve dans les mêmes mécanismes. C'est de toute façon toujours cette pensée de « je pense, donc je suis ». Et on n'en sort pas. Alors le philosophe Itsuo Tsuda avait fait cette boutade qu'il a utilisée comme titre de ses livres, qui était « même si je ne pense pas, je suis ». Donc il s'agit vraiment effectivement de retrouver à travers l'intérieur de soi-même on est un être organique, et en se retrouvant cette organicité à travers nous-mêmes, on la retrouve dans l'ensemble de la nature, on retrouve ce lien. Et effectivement, dans Contre-offensive, il est aussi beaucoup question de l'importance du corps. Effectivement, comme disait Bastien, on ne fait pas la révolution dans les bibliothèques. On ne peut pas seulement décider avec son esprit, avec sa théorie. Il y a quelque chose qui doit s'incarner, qui doit passer par le corps. C'est ce que nous essayons de faire, nous, avec ces pratiques. Il y en a d'autres, mais c'est celle-là, moi, dont je peux raconter. Et effectivement, ça nous permet de retrouver aussi le non-faire. Le non-faire, c'est très difficile pour nous, effectivement, de penser le non-faire, parce que nous avons toujours ce background de ce que Miguel et Bastien appellent la pensée de l'ingénieur. Problème, solution. Et il y a un problème, et il faut trouver des solutions, il faut penser des solutions, et il faut que l'humain agisse pour le changer, pour résoudre les problèmes. On le voit bien pourtant à quel point, effectivement, très souvent, ce sont plutôt des désastres. Retrouver un autre mode d'agir, sortir de l'enfermement de cette pensée, c'est quelque chose qui est nécessaire pour laisser surgir une autre façon d'agir. Qu'effectivement, donc, la Chine a nommé non-agir, Wu Wei. Et je suis sûre que dans d'autres cultures, il y a d'autres façons de le nommer. Cet agir qui est une réponse directe, immédiate, circonstancielle, qui ne peut pas se généraliser, qui ne peut pas être valable partout. Mais c'est tellement rare aujourd'hui que nous avons beaucoup de mal à en comprendre à quoi ça correspond en fait. Pour nous, ça ressemble souvent à de la folie ou de l'irrationnel. Et pourtant, c'est un mode d'agir qu'on connaissait, y compris en Europe, dans l'ancienne Europe, avant la colonisation des esprits, par la rationalité calculante, etc. Toujours ce calcul de ses intérêts. C'était quelque chose qu'on connaissait, cet agir qui prenait en compte le fait qu'il y a des forces autres que l'humain. Et c'est à travers les rites, la magie, les histoires anciennes, il y a des traces de cette façon d'agir. On a des traces dans les contes anciens, où il y a des animaux qui nous donnent un conseil, où il y a ce très belle, par exemple, cette phrase qui est « la nuit porte conseil ». Lâcher prise. Accepter que ce n'est pas moi qui vais trouver la réponse à mon problème, moi là comme ça, mais peut-être que la nuit va me porter conseil. Peut-être que en lâchant prise, quelque chose va surgir et ce sera la réponse. Ça veut dire évidemment aussi lâcher un petit peu de son ego et de sa volonté, effectivement, d'accepter que quelque chose agisse avec nous, à travers nous plutôt. Les artisans japonais aussi considèrent par exemple que la matière est vivante, le métal est vivant, le bois est vivant, et que leur rôle n'est pas de dompter pour faire un sabre, mais est d'agir avec la matière. Et pour eux, leur rôle sera réussi si,
quand le sabre est terminé, quelque chose est inattendu. C'est inattendu, c'est le travail avec la nature, avec ces forces-là. Et pour cela, effectivement, il faut qu'il y ait une certaine nature de vide. Sinon ça ne peut pas surgir. C'est à ça qu'on travaille à travers effectivement nos pratiques dans le dojo. C'est un peu tout ça que j'essaye de parler plus longuement dans mon livre. Et c'est un peu tout ça que j'ai retrouvé dans le livre de Bastien et Miguel, avec des exemples évidemment divers. Mais moi, effectivement, je peux attester que effectivement, ces paramètres dont il parle, ce non-agir, cette importance du lieu, ces cultures de l'estartiendo, tout ça, ce sont des choses qui effectivement sont importantes et permettent effectivement une résistance-création. Après, il y a une dernière chose, c'est qu'ils nous mettent en garde dans ce livre sur le fait de ne pas jouer aux Indiens à Paris ou aux Chinois à Berlin. Et effectivement, il ne s'agit pas d'arracher des pratiques à une culture et d'essayer de faire comme. Nous ne sommes pas ni des Indiens, ni autres. Nous sommes effectivement des Occidentaux dans un monde occidental. Et pourtant, que ce soit l'aïkido que nous pratiquons ou le Katsugen-Undo, en l'occurrence, ils sont nés après la Deuxième Guerre mondiale, au Japon, dans les ruines du Japon. Et ils sont une réponse, à mon avis, aussi une réponse situationnelle, aussi à la modernisation du Japon. Ils sont une actualisation de sagesse vernaculaire et qui, un peu comme des rhizomes, prend d'autres formes, renaît dans d'autres pratiques et qui sont aujourd'hui, à mon avis, des pratiques stratégiques de résistance-création. Merci. En effet, quand non, je ramène par rapport à ce que Manon vient de dire, non, je rapporte quelque chose qui nous est arrivé avec Bastien au collectif. Non. Il s'avère que les séminaires du mois de janvier, il y a eu Max qui est venu raconter comment dans une ville comme Corbeil-Essonnes, que vous êtes combien d'habitants ça 56 000, 60 000. Voilà, une ville de 50-60 000 habitants, ça dépend de ce qui sont... ouais. Enfin, c'est compliqué de savoir. C'est compliqué de savoir combien il y en a, effectivement. Ouais. Si vous vous promenez par Corbeil, vous comprenez que c'est compliqué de savoir, de les compter. Bon. Et alors, en janvier, il vient Max, il raconte une expérience, justement, on voulait dire, mais voilà, en France, non, un peu pour répondre à nos copains indiens, de dire, non, mais regarde, en France, quand même, voilà, une expérience alternative. Bien entendu, nous on avait beaucoup parlé de l'exemple de Notre-Dame-des-Landes, mais là c'était pure résistance-création en prenant le temps de rythme, etc. Et la fois suivante, il y a Manon qui raconte une expérience qui, d'un point de vue quantitatif, effectivement, n'a pas de comparaison. Et nous on disait, non, on est en train de parler de la même chose, on est en train de parler que c'est la vie même qui doit... On doit trouver des modes de vivre autrement, parce que le problème, c'est que l'urgence, tout ce qu'il peut faire, c'est nous faire agrandir la défaite, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a ces temps longs, vous voyez par exemple les sabatistes, ils ont répondu à notre document, avec un document qu'on a mis dans le site du collectif, dans lequel ils disent, maintenant il faut penser à 120 ans. N'est-ce pas? C'est-à-dire, bon, alors, c'est pas qu'ils sont calculés 120 ans, c'est-à-dire, ils parlent toujours poétiquement par métaphore, comme font les sabatistes. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire, les sabatistes? Ils vont dire, oui, il y a une défaite, la défaite elle est radicale, et les 120 ans des sabatistes, ça veut dire, écoutez, concentrons-nous sur ce qu'il faut faire, hein, parce que peut-être en 120 ans les choses vont changer, ça ne veut pas dire qu'ils ont fait un calcul, vous comprenez, historiciste en disant ça. Alors, effectivement, l'idée c'est de dire,
Non, dans la ville, dans les Babylones, comme on les appelait pendant les 3 années de travail ensemble, dans les Babylones, il y a des modes de trouver ces star siendo, non? Ces modes de vie, d'habiter les mondes différents, qui sont fondamentaux. Et c'est pour ça qu'avec Bastien, on a bien voulu préciser que ça n'empêche pas les formes mixtes dans lesquelles la création doit assumer aussi l'affrontement, et même l'affrontement dans des situations dans lesquelles il faut quand même un rapport de force. Par contre, ce qui est absolument sûr, que c'est ça notre position, c'est que sans les dimensions de création d'une autre raison, une autre raison de s'élever le matin, une autre raison d'être enthousiaste, n'est-ce pas? Une autre raison, en abandonnant l'idée de la promesse, vous voyez, en abandonnant l'idée de la promesse, l'espoir, n'est-ce pas? Parce que ce sont toujours des dimensions de demain. Aujourd'hui tu fais ci et demain. Non, et de dire non, ben effectivement, comment nous pouvons trouver une autre temporalité? Là-dessus, c'est vrai que le rapport, je disais, c'est-à-dire moi, j'ai contacté Manon parce que j'ai lu son bouquin et j'ai trouvé, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est avec d'autres mots, c'est exactement ces temps non linéaires des cultures indiennes, par exemple. Vous voyez, c'est-à-dire ces temps dans lesquels il y a un présent que l'Occident colonial dit, les autres cultures vivent dans des cercles, non, dans lesquels il n'y a pas de nouveauté, pas du tout. Les autres cultures vivent dans des modes spiralaires du temps, par exemple. Et effectivement, voilà, c'est-à-dire, moi je trouve que dans l'expérience de Manon, voilà, on trouvait là l'effet de que ça ne se fait pas à conscience, c'est-à-dire, ça ne se fait pas parce qu'on doit faire ça, c'est aussi l'opposition à ce que dans le mouvement décolonial latino-américain, on appelle les modes coloniaux d'émancipation. Vous voyez, c'est-à-dire que l'Occident colonial, patriarcal, anthropocentrique, a inventé un mode colonial aussi d'émancipation qui est cartésien, sous condition de la conscience. Bon, des intellectuels comme Badiou ou d'autres aussi disent la politique est sous condition de la conscience. Or, qui dit la politique est sous condition de la conscience est en train de refonder le paradigme colonial de le sujet conscient, l'objet, etc., etc. Alors, bon voilà, c'est-à-dire, effectivement, nous aussi, on expérimente très très clairement, on l'a expérimenté pendant ces années de travail ensemble, cette impatience face, par exemple, à cette position des communautés au Chiapas, des communautés au Brésil, des Indiens, parce que, effectivement, dans cette autre appréhension du temps, on sent notre faiblesse, notre handicap occidental. Chose qui n'empêche absolument pas, tout en vivant comme ça, que le peuple mapuche aujourd'hui est en résistance ouverte contre le gouvernement chilien. Vous savez que la nation mapuche a simplement un traité des trêves, un traité éphémère, disons, avec le gouvernement chilien. C'est-à-dire que, pour le dire comme ça, ils ne sont jamais rendus. Vous voyez, ou que les différentes nations peuvent assumer des dimensions d'opposition. Le problème, c'est qu'il faut un tout petit peu faire un grand effort pour abandonner ces tentations occidentales, patriarcales, binaires, n'est-ce pas, comme on disait Manon, problème-solution, dans lesquels on écrase toute la conflictualité multiple au milieu, pour arriver à quoi? Pour arriver en général au contraire de ce qu'on voulait, non? Alors bon, voilà, et on l'appelait contre-offensif parce qu'effectivement, toute la discussion, ça c'était un point de discussion, effectivement, avec les gens qui représentaient les communautés plutôt indiennes, que nommer contre-offensif, ça fait un tout petit peu... un peu trop militaire, trop classique. Et nous on disait non, non, il faut trouver un mode de contre-offensive dans les conditions, sous les conditions de cette non-agir comme un ingénieur, non-agir comme un leader ou comme une avant-garde. Voilà, c'est ça le travail qu'on a fait et qu'on vous présente aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voulez ou quelqu'un veut... Oui, si vous avez des questions. Merci
Je m'appelle Robert Spizzichino, je suis ingénieur et je recherche des solutions. Je fais allusion à... Je donne une information qui rejoint complètement ce que vous dites, que vous connaissez peut-être, mais je la donne pour l'ensemble. C'est qu'effectivement, il y a eu récemment un certain nombre d'ouvrages qui ont porté, je pense, sur la question de la métamorphose de société et de civilisation. C'est parti d'ailleurs de la pensée d'Edgar Morin au début. Il y a eu un collectif de scientifiques du Collège de France qui a travaillé sur ça et qui a écrit Sapiens, métamorphose ou extinction. Et il y a eu Patrick Vivray et Julie Chabot qui ont écrit La Traversée. Il y a eu un garçon qui s'appelle Luc Dupont et qui a fait le lien également avec des pensées asiatiques, taoïstes notamment, et il a écrit un livre qui s'appelle Ukiyo, le monde flottant, et il y a mon livre qui sort en ce moment, qui s'appelle Message, mais qui est romancé, et qui s'appelle Message d'outre-monde pour un alter avenir. Et derrière ces différents ouvrages, il y a eu une réunion qui s'est passée à Sète, à l'université d'été Utopia, dont les parrains étaient Edgar Morin et l'activiste Camille Etienne, et qui s'est conclu par un texte à partir de ce que Edgar nous a dit. Le texte s'appelle « Résister et créer ». Et « Résister et créer », c'est maintenant le nom d'une démarche collective d'un certain nombre de mouvements sociaux qui se sont réunis. L'université d'État et Utopia a été élargie à d'autres mouvements, à d'autres collectifs citoyens. Et aujourd'hui, cette démarche est en cours. Je ne vais pas la décrire parce que ce serait trop long. On se retrouve complètement dans ce que vous dites, avec quand même le souhait d'affronter la solution, d'affronter la situation que nous vivons, quoi, hein, la situation concrète que nous vivons. Et donc, la grande interrogation, et nous avons des travaux sans arrêt là-dessus, c'est de regarder comment un mouvement, non pas imposer nos solutions, mais quelles sont les conditions d'émergence d'un mouvement citoyen aujourd'hui qui soit à la mesure des défis à relever, qui sont ceux que vous dites, et qui ne sont pas... Alors, il ne s'agit pas justement de donner des solutions programmatiques, nous en sommes tous d'accord. Il ne s'agit pas non plus de dire le pouvoir était là, il va être là, mais nous on dit sur le temps qu'il y a 4 temps, c'est la spirale, c'est pas... Mais on ne dit pas 100 ans, 120 ans, on dit 200. Mais il y a le temps du quotidien, il y a le temps du pouvoir, il y a le temps des solutions, et enfin, il y a le temps des problèmes et le temps des solutions, actuellement. Et ça fait demain 7 ans, 50 ans, 200 ans. Voilà, donc c'est une information que je voulais vous donner. On sera très très content si vous n'avez pas ces informations d'en reparler. Bien sûr, non, je vous remercie. Je crois que j'ai vu dans le site, parce qu'Edgar Morin m'a passé oui. Voilà, les informations. Ça se passe autour de l'archipel des Confluences. Oui. Et vous voyez sur le wiki de l'archipel des Confluences, vous voyez d'ailleurs un certain nombre de travaux que chacun peut voir. Très bien, oui. Bon, mais ça serait bien de rester en rapport par des sites, parce que bon, Edgar Morin m'a passé les sites, c'est le site de Morin. Mais bon, oui, ici, Edgar était là. Oui, bien sûr. Non, il doit faire une petite intervention, et en plus, le soir, il dit qu'il suit les séminaires, mais de loin, parce que c'est tard, mais bon, dans tous les cas, ça nous fait une grande amitié
participer. Oui, la question, effectivement, quand on dit penser sans solution, ça veut dire sans solution dans le sens viril, mais il s'agit d'assumer, d'assumer l'époque, assumer les situations. Et en ce moment, on a rendu hier, on a eu un débat autour de la pensée de Claude Alfandéry. Et on a été très sensible à son dernier message, agissez comme si vous ne pouviez pas échouer. D'autres questions? C'est très stimulant, toutes les réflexions. Mais parfois je me pose la question si, dans le sens qu'il y a ce côté taoïste, c'est-à-dire de non agir et de ne pas chercher tout le temps problème-solution comme les ingénieurs. Mais peut-être pour quelqu'un qui vient plutôt des sciences sociales, des sciences interactives, l'idée du sens, c'est aussi, je ne sais pas si c'est analogue ou c'est synonyme de chercher des solutions, mais parfois cette recherche de sens, c'est-à-dire qu'on regarde quelles sont les tendances. Et dans les tendances qu'on regarde, il y a des préférences, des intentionnalités, certaines volontés. Bien sûr que je suis d'accord avec toi que ce n'est pas la volonté de détermination qui va dire tout le temps, qui sont très limitées. Voilà. Non? Mais justement, si dans les pratiques sociales, tu parlais, Miguel, que c'est pas la question peut-être de prendre le pouvoir pour après faire la même chose comme le cas nicaraguayen de Nicaragua. Mais comment penser de la politique, changer cet imaginaire pour agir dans la complexité, s'il n'y a pas de l'enthousiasme, de donner cette envie, cette pulsion à ces pulsions de vie. Peut-être que c'est la pulsion pour la vie même. C'est comme Spinoza, non? Mais justement, comment on peut suivre cette Tao qui parfois, dans la tendance, dans la pensée prospective, moi je pense au futur, pourquoi pas? Est-ce que je pense des solutions? Je ne sais pas, mais j'ai des préférences. Et ces préférences vont guider mon action, et j'ai des désirs aussi qui guident les actions de tout le monde. Mais pas mes préférences. Mais je veux que mes préférences rentrent dans ce théâtre qui parfois ne sont pas du tout écoutés. C'est-à-dire, dans votre pensée, l'idée de la pensée prospective, qui donne des indications, des suggérences expérimentales, mais pas dogmatiques, ça rentre dans la pensée politique actuelle, dans votre réflexion, ou c'est plutôt agir toujours en regardant les meilleurs de milieu entre un côté et l'autre? Non, je veux dire, d'abord, la question de la solution, on la traite dans le sens justement de dire, bon, la pensée patriarcale, la pensée coloniale, est toujours la pensée dans laquelle il y a un sujet de l'action, se pense comme sujet autoréférent. Le premier pas, c'est un sacré défi pour nous tous, que nous ne sommes ni des lamas tibétains, ni des Indiens. Alors, comment nous pouvons penser ce défi de déplacement de l'anthropocentrisme? Les non-agir dans ce sens-là, il faut les prendre console, non? Dans le sens auquel on dit je dois prendre en compte, nous devons apprendre à prendre en compte les autres vecteurs non humains de la situation. Tu comprends? C'est-à-dire que la pensée virile, patriarcale, comme ça, les autres vecteurs sont des objets à manier. La pensée, c'est non-agir, veut dire attention. Tu vois déjà, le premier élément de comment tu déplaces l'anthropocentrisme,
n'est-ce pas, de dire, bon, il y a d'autres vecteurs dont je dois tenir compte, tu vois, et que, voilà, on doit voir vers où s'adresse la situation. Quelque part, tu vois, c'est un tout petit peu Stanislas Breton, tu vois, lui, il écrit quelque chose, il dit, les non-agir qui permet l'action, non, qui permet l'action. Alors, il ne s'agit absolument pas d'attendre, de voir qu'est-ce qui va se passer, il ne s'agit pas du tout, au contraire. Il faut faire beaucoup de choses, c'est-à-dire, c'est non-agir ne veut pas dire tu restes là tranquille, en train d'attendre. Simplement, il y a une dans laquelle... Alors, la question que tu poses de l'enthousiasme est une question fondamentale. Je veux te dire, justement, là j'ai fait un petit truc que j'ai envoyé à quelques amis. Moi, j'ai demandé, non, que ce soit dans une expérience quotidienne ou une expérience extrême. Non, quotidien, c'est pourquoi je vais me lever le matin. Mais vraiment, c'est-à-dire, qu'est-ce qui me fait à moi me sentir heureux, non? Qu'est-ce que je me dis, là, j'ai réussi ma journée, qu'est-ce qui me fait lever le matin? L'autre, c'était une expérience extrême. Expérience que quelques membres latino-américains du collectif on a connue, tu vois, la torture, pour dire l'extrême total. Alors, la question que j'ai posée, c'était quelle est la motivation qui fait faire, par exemple, qu'entre deux séances de torture, nous, on tenait les coups? Notre expérience à beaucoup de copains et de copines, c'est con, mais c'est comme ça, c'est que l'enthousiasme était tellement grand qu'entre deux séances de torture, tu vois, parce que bon, au moment, tu vois, c'est un peu plus compliqué, il y avait une sorte de conviction qu'on est en train de gagner, que c'était la bonne voie, tu vois, que moi personnellement ça m'est arrivé de faire une connerie pas possible, et quand on m'avait jeté dans un cachot entre deux séances, et ils venaient les médecins voir si tu étais encore en condition, tu vois. Et moi, plutôt que de faire le mort, tu vois, et arrive le médecin, je me mets garde à vous comme ça parce que j'étais un combattant. Et après, je me dis, je suis un con, j'aurais dû faire le mort. Là, effectivement, ils ont vu que j'étais en bon état, hop. Bon. Mais la question, c'est comment tu peux avoir les mêmes enthousiasmes pour te lever le matin que pour tenir dans cette situation-là. C'est ça la question. Est-ce que nous pouvons trouver une motivation autre que la promesse, l'espoir, les prophètes, tu vois, l'avant-garde, tu vois? Est-ce que nous pouvons trouver concrètement d'autres motifs pour cet élan qui ne soit pas piégé dans les passions tristes de la promesse ou de l'espérance, tu vois? Et moi, je trouve que c'est ça l'expérimentation, tu comprends? L'expérimentation, c'est de dire, non, tu vois, il y avait dans une autre réunion à Buenos Aires, c'est drôle parce qu'un autre chef historique, comme ça, il me suit à la trace, non? Quand j'interviens, tous les chefs, les anciens chefs de la guérilla, suivent qu'est-ce qu'il est en train, quelle connerie raconte Miguel, non? Heureusement, il n'y a pas que... Et alors, il y a un autre que j'aime beaucoup, Pedro, qui dit, écoute Miguel, moi, je sais que quand je vais mourir, je serai au moitié du chemin. Alors, parfait, tu vois, c'est-à-dire, heureusement qu'il y a les commandants parce que ça permet un contre-exemple parfait. Je dis, non, tu vois, on n'est jamais au milieu d'aucun chemin. Il n'y a pas de milieu de chemin parce qu'il n'y a pas de fin du chemin. Il y a une construction, tu vois. Et je te dis, Pedro, j'espère que c'était anxiolytique pour Pedro, tu mourras en pleine totalité du chemin. Tu vois, c'est-à-dire, tu louperas rien. Tu vas rien louper. Parce que la seule différence entre demain et aujourd'hui, c'est que demain, il va falloir affronter d'autres choses, et aujourd'hui, autre chose. Tu vois. Et sinon, bon, mon expérience à moi, comme ça, voilà, des droits des anciens que je peux raconter, c'est l'exemple que nous... Il s'avère que pendant les longues années de tôle, j'étais al Chaco, non, là où il y a eu les Margarita Belén, les massacres des prisonniers, non, que les massacraient à coups de barres de fer. Nous, on était là en attendant qu'ils nous amènent à nouveau, nous torturer. Bon, des conditions horribles. Mais qu'est-ce qu'il y avait comme espoir? C'était quoi demain? Qu'est-ce que c'était la figure de demain en tôle? C'était l'évasion. Et moi, comme j'avais des responsabilités, pas politiques, parce que j'étais un peu trop panard, mais militaires, j'étais responsable de deux choses dans la tôle. De la fugue et des communications. Et il m'arrive à un moment donné l'information horrible qu'ils disent tout projet d'évasion est annulé. Moi je comprends immédiatement que ça signifie qu'on est détruit, qu'il ne reste plus rien dehors.
non? Parce que c'est pas le tout de sortir, non? De sortir par le métro, il faut une infrastructure. Et alors, bon, j'ai passé 1 mois et demi en train de confirmer ça, en mettant en danger pas mal de gardiens de prison, qui soit menacés, soit soudoyés, mais bon, bref, j'arrive 1 mois et demi après, j'arrive à avoir la confirmation de qu'effectivement, dehors, c'était fini. Moi, j'ai eu là ma révolution culturelle dans la tête. Il y avait les copains qui montaient la garde, moi j'étais un peu comme ça, grimpé dans une sorte de toit, et c'était très dangereux, les copains ils attendaient que je les redescende. J'ai pris 15 minutes, même pas, pour me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'ils vont devenir fous, les copains. Ils vont devenir fous, ils vont déprimer, qu'est-ce qu'on fait maintenant, n'est-ce pas? Non pas qu'il y avait tellement de fugues, hein. La fugue c'était l'espoir. Non, comprenons-nous bien, et moi-même en tant que responsable de la fugue, je n'avais pas la moindre petitime idée de comment on allait sortir de là, hein. Mais je n'avais aucune idée. Mais j'étais chargé de la projection des mains. Et je me dis, bon, maintenant la question c'est clair et net. La vie c'est ici. Il faut développer la vie ici. Non? Et alors je dis, bon voilà, il faut multiplier par 100 les activités. Vous imaginez les activités dans ce lieu-là, c'était très compliqué. Hein? Il faut multiplier par 100 l'inventivité, l'activité. Il faut quand même que tout le monde s'élève entre minuit et 2 heures du matin pour faire la gym, parce que c'était interdit effectivement. Et il faut trouver la façon de copier des bouquins qu'on cachait dans des papiers cigarettes. Donc, on a développé une activité énorme. Non? Et alors, ce que j'ai expliqué, c'est, ben voilà, c'est-à-dire, je ne sais pas s'il y aura un après. En général, moi, j'étais convaincu que pour moi, il n'y avait aucun après, étant donné le niveau de compromis que j'avais. On ne sait pas s'il y aura un après, mais la vie, c'est ici. Et les gens se sont mis à fonctionner. Et alors, on m'a demandé, oui, mais ne m'appelez pas Miguel, mais bon, c'est pas grave. C'est Virulana, mais alors... et après, mais qu'est-ce que tu penses? Et après, je disais, non, écoute, l'après, c'est simple, le futur, non? L'après, c'est très simple. Comme on ne peut pas savoir ce qu'il y aura après, nous devons développer la vie ici pour qu'arrive quoi qu'il arrive après, on soit en condition de l'affronter. Bon, quelques décennies plus tard, je me trouve dans la même situation, sauf que le monde est devenu ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, la seule chose qu'on peut faire, c'est développer la puissance, la création, la force, la multiplicité, en affrontant l'ennemi, les ennemis. Il ne s'agit pas d'un pacifisme quelconque, de renoncer aux luttes, mais développer la force aujourd'hui, parce que personne ne peut savoir qu'est-ce que sera le monde dans 5 ans, parlons même pas dans 10 ans. Alors, la question de résistance-création, c'est absolument pas une option intellectuelle. C'est-à-dire que si nous laissons que nos enfants pourrissent leur cerveau devant les écrans, si nous laissons que le monde néolibéral continue à conquérir l'école, le ministère de l'Éducation, les universités, si nous laissons que les gens continuent à considérer qu'il faut châtrer nos enfants en enseignant des choses utiles plutôt que de prendre leur temps. Si nous continuons à faire ça, on ne sait toujours pas qu'est-ce que sera le futur. Mais quoi qu'il soit le futur, ça sera pire. Donc l'immanence, ce n'est pas une immanence qui nie qu'il y a un temps linéaire, mais c'est aborder ces temps spiralaires dans lesquels chaque pas vers l'avant, ça implique aussi un pas vers l'arrière, un retour, un développement. Apprendre à habiter le présent. Une chose que dit Rodolphe Couche, et que nous sommes tout à fait d'accord, on l'a écrit nous 1000 fois, l'Occident a construit un mode de vie dans lequel les gens y vivent dans une salle d'attente. Parce que c'est toujours demain. Et alors il s'agit de dire aujourd'hui, sans oublier qu'il y a un demain.